Amis des moteurs électriques, bonjour. Et il y a de ça déjà un bon moment en fait, je vous avais fait une première vidéo, des vidéos destinées aux débutants pour vous parler un petit peu des moteurs électriques à courant continu avec balai, ces petits moteurs qu'on retrouve à plein d'endroits. Et je vous avais promis une suite, parce que dans cette première vidéo, que je vous conseille vraiment beaucoup de regarder si vous voulez comprendre la seconde, j'exposais un petit peu les principes de base, les caractéristiques, mais on va dire plutôt statiques des moteurs. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus comment ils se comportent en fonctionnement. Pour bien comprendre les phénomènes en jeu, on va revenir un petit peu aussi à quelques notions de base, on va dire, de l'électromagnétisme, en faisant une petite expérience qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Dans la première vidéo sur ces moteurs, je vous ai montré que le principe, c'était quelque part d'avoir des électroaimants qu'on commutait de façon à ce qu'il y ait toujours un déséquilibre et que ça fasse tourner le moteur. Alors justement, nous allons reprendre là justement un électroaimant. Donc un électroaimant, à la base, c'est quoi? C'est ça, ça se présente par exemple comme ça, c'est une bobine avec ou non un noyau. Ici, il y a un noyau qui va, je vais dire, beaucoup augmenter, je veux dire, le champ magnétique produit par la bobine, et éventuellement, là, pour le matérialiser, une palette qui justement peut être attirée par ce électroaimant. Voilà, on voit qu'un aimant comme ça qui produit un champ magnétique permanent est tout à fait capable, comme on peut le voir, d'attirer cette palette. Par contre, la bobine, elle, ne va créer un champ magnétique que lorsqu'elle est parcourue par un courant. Donc on peut faire ici l'essai. Là, si je branche la bobine sur une alimentation, voilà, on voit que ça établit un courant dans la bobine qui lui-même génère un champ magnétique qui, comme ici l'aimant, attire la palette qui reste collée tant que le champ existe, sachant que là on voit qu'il y a un ressort de rappel, mais qui a une force moindre que celle qui attire la palette, et dès que je coupe le courant, ça revient. On voit bien ici que le passage du courant dans la bobine crée un champ magnétique qui, comme dans le cas d'un aimant permanent, peut attirer un métal qui y est sensible. Voilà, donc rappelez-vous, c'était exactement ça le principe. Le champ magnétique, là, créé dans le rotor, fait déplacer dans le champ du stator, et comme avec les balais, on commute à chaque fois, ça fait tourner le moteur. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que exactement la même bobine, si au lieu de la brancher sur une alimentation, je la branche comme ici sur un voltmètre, on peut voir que si j'approche un champ magnétique, là on le voit très bien, on a une variation de tension aux bornes, et si je l'enlève, on l'a dans l'autre sens. Voilà, c'est vrai que c'est pas tellement flagrant, mais regardez bien, hop, là, hop, dans un sens et dans l'autre, avec un signe qui, comme on peut le voir, dépend du sens du déplacement. C'est-à-dire que là, on voit que quand je me rapproche, ça fait une impulsion positive. Regardez bien le signe. Quand je m'éloigne, ça fait une impulsion négative. Par contre, là, pour le coup, quand je ne bouge pas, c'est-à-dire une fois que c'est soumis au champ magnétique, mais qu'il ne varie plus, j'ai plus de tension. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on l'utilise en électroaimant, le fait de faire passer un courant dans la bobine établit un champ magnétique, et ce champ magnétique, il reste tant que le courant passe dans la bobine. Et bien sûr, au moment où on coupe, le champ magnétique s'en va. Quand je soumets la bobine à un champ magnétique, il apparaît bien une différence de potentiel, comme on peut le voir à ces bornes, mais qui est proportionnelle à la variation du champ, mais pas à sa valeur statique. C'est assez logique par rapport aux lois de la physique. C'est un petit peu comme la pesanteur. La pesanteur, c'est une force, mais c'est pas une énergie. Pour que ça soit une énergie, il faut qu'elle soit couplée à un déplacement. On voit bien que poser quelque chose sur une table, ça ne dégage aucune énergie. Par contre, si je le lève, je lui donne une énergie potentielle, et si je le lâche, au moment où il tombe sur la main de Maurice, là, il y a de l'énergie et ça lui fait mal. On retrouve exactement la même chose là. C'est-à-dire que voilà, en statique, il n'y a pas d'énergie. Par contre, quand il y a variation, c'est-à-dire que là, j'utilise un effort dans un sens ou dans l'autre, ça transforme bien cette variation du champ électrique dans une énergie, et donc on voit ici la tension sur la bobine. Bien, alors ces petits rappels étant faits, on va maintenant parler d'une autre notion très importante dans ces moteurs qu'on appelle la force contre-électromotrice. Comme on l'a vu, normalement, on peut schématiser cette bobine, cet électroaimant, comme une source de tension, voilà, qui, je veux dire, attaque là, cette bobine
de cette façon-là, et à un moment donné, donc, ben voilà, il y a un courant qui circule dans la bobine, donc qui génère le champ magnétique. Jusque-là, rien de spécial. Une fois que le courant est établi, cette self ici, hein, ben, comme je l'ai dit l'autre fois, elle est assimilée à une résistance pure. Hein, son côté selfique ne joue qu'au moment, on va dire, de l'établissement du courant. Hein, mais une fois que le courant passe, eh ben, c'est comme si on était dans une résistance qui est égale à la résistance formée ici par les fils de la bobine. Donc voilà, on a ici donc un courant qui passe, et là une tension, voilà, c'est donc quelque chose, hein, et là on peut dire que la loi d'Ohm s'applique tout à fait, hein, dans la mesure où le courant qui passe, eh ben, est bien égal à la tension ici divisée par la valeur de la résistance. Maintenant imaginons que cette bobine, on la mette toujours ici, je veux dire, avec dans le circuit, mais qu'on mette là une autre source de tension, en gros, qui est variable. Si cette tension au début, elle est de 0, eh ben on est dans le cas de tout à l'heure. C'est-à-dire ici, on a une tension U, là, une résistance R, il passe à l'intérieur, je veux dire, le courant ici. Mais imaginons à un moment donné que je fasse varier cette tension de telle façon à ce qu'elle rajoute une tension dans le circuit. Si on regarde, la tension, là, elle va être quelque part en opposition de signe avec celle-là. C'est-à-dire que, imaginons, pour bien comprendre qu'ici, j'ai 10 volts, là, quand je suis à 0, et que ma résistance, elle est de 1 ohm, ici, j'ai 10 ampères qui passent. Si maintenant, ma tension, là, je l'augmente à 5 volts, la différence de tension au bande de la résistance n'est plus 10 moins 0, mais 10 moins 5. Elle est plus de 5 volts. Donc, le courant baisse à 5 ampères. Si à un moment donné, la tension que je viens rajouter là, elle devient égale à celle-ci, eh ben, il n'y aura plus de courant qui passe, vu que I égale U sur R, si U vaut 0, eh ben, I vaut 0. Voire même, si la tension à cet endroit-là dépasse celle-ci, eh ben, le courant va s'inverser, passer dans l'autre sens, et ça va être de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce petit schéma rapide? C'est que si à un moment donné, dans un circuit, je vais mettre une tension qui vient en opposition de la tension d'alimentation, eh ben, plus cette tension va augmenter, plus le courant va diminuer. Et donc, on pourrait très bien appeler cette tension la force contre-électromotrice. Si j'appelle ça la force électromotrice, c'est la force qui fournit une énergie, et celle-ci qui vient, on va dire, quelque part, la compenser, eh ben, on peut appeler ça la force contre-électromotrice. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec les moteurs? Eh ben, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, dans le cas de notre moteur, rappelez-vous, on a toujours l'alimentation du moteur, la bobine, et c'est quoi ici qui va faire la force contre-électromotrice? C'est l'effet que je vous ai montré tout à l'heure. En effet, cette bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un champ magnétique qui a tendance à faire tourner le moteur, mais quand le moteur tourne, on se retrouve bien dans le deuxième cas que je vous ai montré tout à l'heure, d'une bobine qui varie dans un champ magnétique. Et comme on l'a vu, une bobine qui varie dans un champ magnétique, eh ben, elle génère une tension. Et comme par hasard, eh ben, le sens est pile poil pour être dans ce schéma-là. Et on a vu que dans un cas comme ça, le courant diminuait. C'est exactement ça qu'on va voir. Plus il tourne vite, plus on peut considérer qu'il génère sa propre tension d'alimentation qui vient s'enlever à celle qu'on lui fournit, et donc moins il va consommer de courant. On comprend aussi pourquoi ces moteurs sont aussi réversibles, et qu'on peut très bien les faire marcher en dynamo. En effet, si dans ce circuit-là, maintenant là, j'ai plus de source, mais je mets un voltmètre, et que je fais tourner le moteur, on a bien, à ce moment-là, c'est le générateur ici qui justement fournit normalement cette force contre-électromotrice, qui va débiter dans la charge que je pourrais mettre ici. Donc maintenant, pour voir ça, on va faire un petit montage justement qui nous permet de visualiser le courant qui passe dans le moteur. Déjà, une petite expérience rigolote qu'on peut faire comme ça avec un oscilloscope, c'est brancher simplement la sonde de l'oscilloscope, comme je l'ai fait là aux bornes d'un petit moteur, et regardez bien ce qui se passe, quand je tourne le moteur, on a bien une tension qui apparaît aux bornes. Et ça, c'est la continuité de ce que je vous ai expliqué. Le moteur fonctionne en générateur, et on voit que le sens de la tension dépend du sens de rotation. Si je le fais tourner dans un sens, elle est positive, comme on peut le voir, et si je le fais tourner dans l'autre sens, elle est négative. Donc voilà, on retrouve bien là ce côté générateur, et le côté générateur, comme j'ai dit, va venir s'opposer à la tension d'alimentation du moteur,
et faire diminuer justement son courant. Alors pour le voir comment on va faire, c'est très simple. Je vais mettre là ma sonde de courant que je vous ai déjà présentée, et nous allons afficher au niveau de l'oscilloscope et la tension d'alimentation et le courant qui passe, et regarder ce qui se passe. Je vais mettre en route le moteur et on va regarder la variation de courant. Donc la tension aux bornes, elle est en jaune, hein, sur la trace jaune, et le courant, il est en vert. Alors, attention, c'est parti. Et voilà. Donc là, j'ai mémorisé ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir que la tension, là, elle passe bien de 0 rapidement à quelques volts. Hein, on va dire que c'est la mise en route de l'alimentation du moteur. Et en vert, on voit le courant. On voit bien que le courant, là, il fait une pique. Hein, une pique assez importante, là, jusqu'à presque 200 mA. Et après, il se stabilise à une valeur qui est relativement faible. Alors, on peut voir ici ces parasites. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais aussi déjà parlé. C'est que, bien sûr, ces balais qui commutent les bobines à chaque fois, eh ben, elles génèrent un niveau de parasites qui est assez important. Hein, c'est à chaque fois, justement, ces commutations qui font ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent avec ces moteurs à balai, et comme je vous l'avais montré, si on veut les limiter, il faut mettre des filtres antiparasites. Enfin là, j'en ai pas mis. Quand le moteur démarre, les bobines marchent comme des électroaimants, hein, et qui très vite se comportent un peu comme des résistances, donc elles consomment beaucoup de courant, mais au fur et à mesure que la vitesse du moteur augmente, et comme on l'a vu, il marche en générateur, donc il génère cette fameuse force contre-électromotrice, qui, comme on l'a vu, tend à faire diminuer le courant. Et le courant, il diminue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, en théorie, si le moteur était absolument parfait, à la limite, il ne consommerait plus rien. Il faudrait juste lui donner de l'énergie pour le lancer, hein, ce qui correspond bien à toutes les lois de la physique. Hein, je veux dire, on lui donnerait à un moment donné une accélération qui aurait besoin d'énergie, mais une fois que, je veux dire, il est sur sa lancée, normalement, s'il n'y avait pas de perte, il resterait comme ça. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a plein de frottements. Il y a des frottements mécaniques qui sont liés, je veux dire, au palier, même si on fait des super roulements, il y a forcément des frottements un petit peu mécaniques. Il y a le frottement de l'air, qui est, je veux dire, voilà, il n'y a pas le vide dans le moteur, donc il y a ça qui joue. Et puis il y a aussi le fait que tout le circuit magnétique, il n'est pas parfait, il a des pertes, il a des... je veux dire, il n'y a pas un rendement de 100%. Et voilà, on voit maintenant là que quand le moteur il tourne, si à un moment donné j'y applique en plus de frottement, ce que je fais, voilà, on voit bien que le courant augmente. Et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi ça fait ça? En effet, là, je veux dire, quand il est lancé à vide, il a trouvé son point d'équilibre. C'est-à-dire que le courant qu'il consomme sert à compenser, on va dire, les pertes. Dès que je vais le freiner, à ce moment-là, il tourne moins vite, donc il a moins de force contre-électromotrice, donc le courant à nouveau augmente, et c'est ce qu'on voit ici. Voilà, si je bloque complètement le moteur, on voit que je suis à peu près plus de 400 mA, c'est normal. Là, le moteur ne se comporte à nouveau que comme un électroaimant, et comme on l'a vu tout à l'heure, un électroaimant, voilà, une fois que le courant est établi dedans, c'est qu'une simple résistance, et voilà, et hop, dès que je vais le lâcher, voilà, on voit bien ce phénomène. Alors, ce qu'il faut comprendre par contre, c'est justement, un moteur il n'est pas fait pour tourner à vide. Là, on va dire deux limites. La première limite, c'est en effet là ce qui se passe quand il tourne à vide. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'augmente la tension? Là, on voit que j'augmente la tension. Donc, au moment où je fais des variations, de la même façon, il va commencer à consommer plus de courant. Mais on voit déjà que, voilà, en augmentant la tension, le courant moyen augmente quand même. En théorie, il ne devrait pas. Mais pourquoi il augmente quand même? Il augmente quand même parce que, comme je l'ai dit, il y a des frottements, et ces frottements, ils augmentent. Il faut se rappeler que généralement, toutes les forces de frottement, que ce soit dans l'air ou mécanique, marchent avec le carré. Là, en gros, la force de résistance de l'air augmente avec le carré de la vitesse. Et c'est à peu près vrai aussi pour les frottements mécaniques. Donc déjà, plus je vais augmenter la tension, plus, pour pouvoir compenser ces frottements, il va consommer de courant. Et voilà, enfin sans parler d'autres limitations, parce que c'est pareil après, au niveau des temps des bobines et tout, elles vont pas avoir forcément le temps de bien commuter et tout. Enfin, si déjà on enlève tout ça, on voit que déjà le courant va augmenter, et c'est pas bon. D'un autre côté, c'est pareil, si je le bloque à la main, c'est-à-dire que là je l'empêche carrément de tourner, là on est dans le même système, on est comme au démarrage. Et au démarrage, encore une fois, on consomme un courant qui est maximum. Or le moteur, il n'est pas conçu pour ça.
là, je veux dire, le fait de le bloquer, bah, la bobine, elle chauffe. Et elle chauffe, d'autant plus que, bah, je veux dire, il y a de la puissance. Et donc, si elle chauffe, bah, encore une fois, voilà, au bout d'un moment, le moteur va chauffer, les enroulements vont cramer et il va se bousiller. C'est pour ça qu'en gros, il y a une plage de fonctionnement, hein, qui est celle justement donner une caractéristique qui correspond à un moment donné pour un régime donné, une charge donnée, pour que tout le système, je veux dire, reste dans les conditions, je veux dire, de température, en gros, prévues par le moteur. Il faut bien voir que toutes ces pertes dont je parle, généralement, elles sont dissipées en chaleur, hein, et donc, voilà, puis quelque part, c'est de la perte, vu que ce qu'on veut avec un moteur, c'est pas de la chaleur, ce qu'on veut, c'est d'avoir une puissance mécanique. Alors, on verra plus tard, hein, dans une autre vidéo que je vous ferai, justement, comment on peut réguler ça. Bah oui, parce que si on veut une vitesse constante, en fonction de la charge, on voit que là, c'est pas gagné du tout, vu que dès que j'applique là une charge, le courant augmente, donc ça va avoir tendance à la compenser un petit peu, mais il y a quand même une variation de vitesse. Donc si je voulais par contre qu'il tourne toujours à la même vitesse, on voit que si la charge augmente, ça a tendance à le faire ralentir. Donc ça veut dire en gros il faut que je rajoute de la tension de commande de façon à compenser ça pour qu'il revienne, je veux dire, à ce niveau de vitesse. Tout le but d'une régulation de vitesse, eh ben, ça va être de faire ça justement. Ça va être de mesurer la vitesse du moteur. On verra qu'il y a plusieurs façons de le faire et d'ajuster la tension de commande du moteur de telle façon à ce que celle-ci reste constante. Voici donc pour ce second épisode consacré à ces petits moteurs à courant continu, hein. L'idée donc c'était voilà, de faire quelques rappels, on va dire, pour les débutants, hein, ou permettre à certains de mieux comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, sachant que l'idée après c'est justement d'aller plus sur le côté commande, donc genre pont H, et aussi voir éventuellement comment on peut éventuellement asservir ces moteurs, hein, les asservir soit de façon à leur donner une vitesse constante, soit on verra aussi à leur donner une position constante. Un pincette, oh bah Lyon, ça faisait longtemps. Tu vas bien, pincette? Ouais, t'es contente, hein, depuis que je t'ai donné ces somnifères, tu dors beaucoup mieux. Ah bah c'est cool, t'en prends combien finalement? Un ou deux? Aucun, tu les donnes à Maurice. On peut voir ça comme ça. Bon, eh ben ici, il fait un temps de moment de saison, on va dire. Mais là, c'est vrai que la pluie n'arrête pas, ça commence à devenir un petit peu fatigant. Mais enfin, de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. C'est sûr que ça limite un petit peu les activités, on va dire, en extérieur. Que Tesla, le seigneur du magnétisme, fasse bien tourner tous vos moteurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.